suite au discours de François Hollande. Me permettant de revenir à Dijon de nuit comme de jour, avec la certitude d'y recevoir le meilleur accueil. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui, au-delà des sensibilités, sont rassemblés ici selon une belle tradition républicaine. Car un déplacement du chef de l'État, c'est sûrement un moyen de rencontrer la population, pas toute la population, pas aussi librement que je voudrais le faire, mais c'est aussi un moment d'écoute, de dialogue, par rapport à tant d'interpellations que beaucoup ont sur le cœur et qu'ils ne peuvent pas toujours transmettre comme ils l'entendent. Et puis également un déplacement du chef de l'État dans une grande ville française, c'est un moyen de réunir ceux qui, dans un département, dans une agglomération, agissent pour le développement, pour la réussite économique, pour la cohésion sociale. C'est aussi un moyen de m'adresser, au-delà de vous, à tous les Français. Je m'exprime dans un moment où notre pays affronte d'ailleurs depuis de longues années une crise économique, crise financière, crise morale même, qui est lourde, qui est éprouvante, tant elle donne le sentiment de s'installer, sans répit et parfois sans lumière pour sa sortie. Cette crise touche la zone euro, plus particulièrement. Elle a même connu, en 2012, cette zone euro, une récession. Elle frappe tous nos voisins, et parfois plus lourdement que nous. Mais elle nous touche aussi directement dans toutes nos régions, dans tous nos secteurs et donc dans toutes nos familles. Depuis 5 ans, le nombre des demandeurs d'emploi en France a augmenté d'1 million. 1,5 million même si on prend toutes les catégories de chômeurs. Ça représente aujourd'hui 10% de la population active. Pour nous consoler, nous pourrions dire que c'est moins que dans la moyenne de l'Union européenne, où le taux de chômage atteint 12%. Mais quelle est en réalité, pour nos concitoyens frappés par le chômage, cette indulgence qui viendrait à cause de dureté, d'austérité, plus lourde encore dans les pays de la zone euro? Mon devoir, c'est donc que notre pays retrouve confiance en lui-même, en ses forces, en ses qualités, en son destin. Et c'est pourquoi j'ai fait, comme l'a rappelé le maire de Dijon, de la lutte contre le chômage la seule priorité qui vaille. Et j'ai fixé un objectif, inverser cette courbe du chômage avant la fin de l'année. C'est difficile, je le sais, et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il y ait cette perspective, cet engagement. Si c'était simple, il n'y aurait qu'à laisser faire, il n'y aurait qu'à rester les bras ballants, il n'y aurait qu'à attendre je ne sais quelle reprise, elle viendra. Mais si nous voulons qu'elle porte le plus d'emplois possible, alors nous devons anticiper. Et j'entends donc utiliser tous les leviers de l'action publique pour atteindre cet objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Nous y parviendrons à 3 conditions. Être lucide sur le diagnostic, être cohérent dans la stratégie et être rapide dans l'action. L'exigence de vérité, elle doit d'abord nous conduire à regarder en face l'origine fondamentale de la crise. C'est l'Europe qui connaît une panne de moteur qui n'existe nulle part ailleurs au monde. En Chine, en Inde, dans les pays émergents, les taux de croissance sont supérieurs à 5, 7 et peuvent atteindre même 10%. Aux États-Unis, d'où est partie la crise, qui n'est pas non plus terminée, la croissance
elle est de 2 à 3%. Et en Europe, nous sommes frappés d'un mal qui tient aux dérèglements qui s'y sont produits, notamment financiers, à la lenteur pour les traiter et à l'accumulation des politiques d'austérité qui ont été imposées à des États qui étaient dans très grandes difficultés. Donc la première bataille qui conditionne tout le reste, c'est de faire en sorte que la croissance revienne. Comment y réussir? Nous avons fait un premier pas depuis plusieurs mois, indispensable. C'était de sortir de la crise de la zone euro, celle qui touchait des pays vulnérables, celle qui faisait qu'il y avait des taux d'intérêt insupportables, celle qui mettait le doute dans le comportement des marchés, celle qui nous rendait vulnérables à l'égard des spéculations. Eh bien, aujourd'hui, je l'ai plusieurs fois répété, et même si l'Italie connaît les difficultés que l'on sait, la zone euro est maintenant dotée d'instruments de protection et de solidarité efficaces. Le problème n'est plus là. Le problème, il est maintenant dans le bon dosage entre l'ajustement budgétaire et le soutien à la croissance. C'est ce message que je vais continuer de porter au nom de la France auprès des partenaires européens. Je vais le faire aussi au nom des peuples qui souffrent et qui s'interrogent et parfois qui se défient même de l'Europe, cette Europe que nous avons voulu bâtir, que nous avons voulu faire, de ce grand projet que nous avons proposé d'ailleurs au reste du monde comme référence et que nous ne devons pas laisser se diluer, se dilapider, se défaire. Et donc si nous voulons qu'il y ait toujours cette foi dans la construction européenne, eh bien elle, notre Europe, doit être capable de trouver la bonne stratégie, qui est de remettre autant qu'il est nécessaire de l'ordre dans les comptes publics, mais autant de croissance qu'il est possible de trouver pour lutter contre le chômage. Le cap que j'ai fixé pour la France tient en 3 points. Rééquilibrer les comptes publics, redresser la production française et réduire le chômage. Ces 3 priorités fonctionnent ensemble. Elles ne sont pas séparées, elles sont indissociables. Et elles doivent être conduites dans le même temps. Plus tôt on rétablira les comptes publics, plus tôt la confiance reviendra. Et plus tôt nous aurons le retour de la croissance, plus tôt nous en finirons avec les déficits. Et plus tôt nous pourrons baisser le chômage. C'est en définitive le même processus. Ce ne sont pas plusieurs politiques, c'est la même. C'est la même stratégie. Redresser les comptes. Pourquoi donc? Mais c'est une obligation financière. Sinon nous allons être pris par la spirale de l'endettement. C'est une obligation morale, parce que nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la charge de nos propres dépenses. Mais c'est également une obligation de souveraineté, parce que la France ne doit jamais être en difficulté sur les marchés. Jamais elle doit offrir la moindre vulnérabilité. Et c'est vrai que depuis 10 mois, nous avons des taux d'intérêt qui sont les plus bas de notre histoire. À peine 2% pour financer nos dépenses publiques, ce qui permet d'ailleurs aux collectivités locales d'avoir le même effet d'entraînement, et aux entreprises, quand elles peuvent accéder elles-mêmes au crédit, d'avoir des taux d'intérêt particulièrement faibles. Donc nous devons garder ce capital, c'est le cas de le dire. L'endettement de notre pays a doublé en 10 ans, doublé. Il était de 900 milliards, nous sommes à 1800 milliards. Eh bien, je ne veux pas qu'à la fin du quinquennat, livrer un état de mon pays qui soit celui de l'endettement. Donc le sérieux budgétaire, il a été engagé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et en 2 ans, nous aurons accompli
un redressement structurel, comme dit la Cour des comptes, qui est inédit tant il est considérable. Le déficit public en 2011 s'est élevé à un peu plus de 5% de la richesse nationale. 4,5 fin 2012 et sans doute 3,7 en 2013, même si nous essaierons de faire moins. La bonne stratégie économique, c'est de rester dans cette trajectoire, sans rien faire qui puisse affaiblir la croissance. Et c'est le sens du dialogue que j'ai engagé avec la Commission européenne pour rester dans cette trajectoire. Ni plus, ni moins. La réduction des déficits a déjà conduit les entreprises et les ménages à consentir des sacrifices importants. Et j'en suis conscient. Il a été beaucoup demandé aux contribuables, aux administrations. Nous l'avons fait dans la justice. Les grandes entreprises ont été davantage sollicitées que les petites et les moyennes. Les revenus du capital davantage prélevés que ceux du travail. Et les plus hauts salaires davantage également sollicités que les plus petits. Mais je sais que les augmentations d'impôts, qui ont représenté les 2/3 de l'effort, doivent être limitées. Et donc, nous avons à faire plus d'économies. Et c'est ce que nous ferons en 2014. Ces économies, elles ne doivent pas être abstraites, parce qu'une dépense publique, on le sait, on le vit encore en ce moment avec les intempéries qui frappent notre pays, ce sont des agents publics qui agissent, ce sont des services qui sont apportés à la population, c'est l'esprit même du service public. Mais est-ce que nous ne pouvons pas être encore plus rigoureux dans la gestion? Oui, sans tomber dans l'austérité qui doit être proscrite. Nous avons des priorités, je les ai fixées, et il n'est pas question d'y renoncer. C'est l'éducation, c'est la jeunesse, c'est la sécurité publique, c'est l'emploi. Mais ici, et au-delà de nos sensibilités, nous sommes conscients qu'il y a des dépenses qui n'ont pas toutes la même efficacité, qu'il y a des redéploiements à faire, qu'il y a des frais généraux de l'État à alléger, qu'il y a des avantages fiscaux qu'on appelle des dépenses fiscales à réviser, qu'il y a des trains de vie à corriger, qu'il y a des procédés pour dépenser mieux et quelquefois même dépenser moins. Et j'ai entendu les fonctionnaires de l'État de ce département me donner, là encore, confirmation de ce que nous pouvions faire pour travailler dans le meilleur esprit pour nos concitoyens, sans dépenser davantage, ou en faisant faire à nos concitoyens, entreprises comme particuliers, des économies. De même pour les prestations sociales, qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour assurer la justice, la redistribution. Là encore, il y a des évaluations à faire. Il y a des choix courageux à engager. Et je le ferai. Notamment pour l'avenir de nos régimes de retraite. La réforme de 2010 était supposée assurer pour toujours, pour toute éternité, c'est ce qui nous était annoncé, au moins jusqu'en 2020, l'équilibre de nos régimes de répartition. Ça devait être la dernière réforme, comme hélas on avait parlé de dernière guerre. Non, il y a toujours à imaginer que la réalité ne se décrète pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que le déficit prévisionnel de nos régimes de retraite pourrait atteindre 20 milliards d'euros à la fin de 2020. Comment l'accepter? Ce serait mettre en cause ce qui fonde notre solidarité entre générations et l'avenir de nos compatriotes. Alors, chacun devra prendre ses responsabilités. L'État, et c'est pourquoi il a confié à une commission le soin de fixer les pistes que nous devrons emprunter, mais aussi les partenaires sociaux qui négocient d'ailleurs en ce moment même pour les régimes complémentaires et qui seront associés à ce processus, parce que sans les partenaires sociaux, il ne peut pas y avoir de cohésion. Mais nous aurons à faire ces choix dans l'année, des décisions à prendre
à la fois pour régler les urgences financières, mais aussi pour assurer une réforme structurelle de nos régimes de répartition en tenant compte de la pénibilité et en réduisant les inégalités. L'État, les partenaires sociaux, mais aussi les collectivités locales. Je suis ici dans une agglomération avec des sénateurs très attachés à la liberté des collectivités locales, mais aussi responsables de l'avenir de leur pays. Ils savent bien que, là encore, les charges, les missions, les rôles des collectivités locales doivent évoluer. Le cadre institutionnel doit être moins lourd. Les niveaux d'administration ne peuvent pas se superposer. Nos concitoyens ont besoin de clarté. Les financements ne peuvent pas s'enchevêtrer au point d'être illisibles, y compris pour les acteurs publics. Eh bien, ce sera le sens de la nouvelle loi de décentralisation dont le Parlement sera saisi avant l'été. Et je fais confiance d'ailleurs au Sénat pour y apporter tous les aménagements nécessaires, pour bien répartir les compétences, définir les collectivités chefs de file et faire émerger les métropoles dont notre territoire a besoin. Car les collectivités locales, c'est les 3/4 de l'investissement public. Et donc nous avons besoin de ces forces-là, y compris pour assurer notre propre redressement. Car le second défi, au-delà du redressement des comptes, c'est l'investissement, c'est-à-dire la préparation de l'avenir. Pour conserver son rang, pour stimuler l'activité économique, la France doit investir. Mais elle ne peut pas le faire dans toutes les directions. Elle doit avoir une stratégie. Elle doit établir des priorités. Et c'est au président de la République de le faire. La première priorité, en ce moment, c'est la construction de logements. C'est l'activité du bâtiment. Parce que là, ce sont des emplois localisables. C'est l'activité de beaucoup d'entreprises, artisanales ou plus grandes. Et donc, le gouvernement arrêtera d'ici la fin de ce mois de nouvelles mesures visant à redonner confiance et surtout de la visibilité aux acteurs de ce secteur. Je veux que nous agissions rapidement et que nous puissions alléger un certain nombre de contraintes, de dispositions juridiques, notamment la durée des contentieux, la durée de la construction, la durée des procédures, et que nous puissions réduire le temps qui souvent, entre un projet et la mise en chantier, désespère un certain nombre de partenaires et d'acteurs. Nous aurons à cœur, et ma visite au quartier des Grésilles a été utile, de faire en sorte que les programmes de rénovation urbaine puissent être accélérés et que les logements sociaux puissent également être en nombre suffisant par rapport aux zones où il y a des tensions. Dans le même état d'esprit, je veux que nous prenions des mesures sur l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est dans tout le parc du logement privé, mais dans le parc social aussi, ancien. Parce que pour beaucoup de nos compatriotes, la précarité énergétique, ce n'est pas un concept, c'est hélas une vie quotidienne, avec tout ce que ça peut engendrer, comme inquiétude, angoisse et parfois même souffrance. Là aussi, nous devrons aller vite. Le gouvernement, à la fin du mois, redéfinira les incitations financières dans le cadre d'un plan de rénovation des bâtiments existants, aussi bien pour les prêts que pour les dispositifs fiscaux. La troisième priorité, au-delà donc du logement, de l'efficacité énergétique, c'est le numérique, l'accès de tous au très haut débit. Là encore, de plan en plan, on avait fini par oublier l'objectif. Celui que j'ai fixé, c'est qu'en 10 ans, la France puisse être à 100% couverte par le très haut débit. Pas simplement pour assurer l'égalité territoriale, c'est déjà un premier objectif, mais pour faire que nos entreprises soient placées dans la meilleure des situations en termes de compétitivité. Et enfin, pour que notre territoire national puisse avoir toutes les conditions de l'attractivité, attirer, faire venir des entreprises partout en France. Là aussi, l'État participera au financement. 20 milliards d'euros auxquels les opérateurs privés seront associés. Beaucoup passera par les collectivités locales.
il y aura des prêts de très long terme qui seront proposés. Et lorsque j'avais décidé le relèvement du plafond du livret A, c'était pour le logement social, mais c'était aussi pour que les collectivités locales puissent se financer au moindre coût avec des prêts qui pourront aller jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui permettront à ces structures intercommunales ou à ces départements ou régions de pouvoir amplifier encore l'installation du très haut débit. Mais l'investissement d'un pays, ce n'est pas seulement ce que peuvent faire l'État, les collectivités publiques. L'investissement, ce sont les entreprises privées. Or, depuis 10 ans, là encore, et ça ne me plaît pas de le dire, notre appareil productif a vu sa compétitivité se dégrader, nos parts de marché se réduire. Nous étions à 13% de parts de marché et nous sommes plus qu'à 10% en Europe. Et si je prends les parts de marché dans le monde, nous étions à 5% il y a 10 ans, un peu plus de 3% aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons pas accepter que la place de la France en Europe et dans la mondialisation puisse être dégradée ou réduite. Je ne peux pas non plus accepter, et chacun doit le comprendre, que les marges des entreprises soient affaiblies au point qu'elles ne puissent plus investir par rapport à leurs concurrentes. Et j'en ai eu une fois encore confirmation à travers ce que m'ont dit les responsables, notamment commissaires au redressement productif, par rapport aux difficultés que connaissent des entreprises pourtant excellentes pour accéder au crédit ou pour avoir une transition par rapport à une période conjoncturelle difficile. Mais je sais aussi que nous disposons d'entreprises excellentes, qu'elles réussissent parfaitement à conquérir des marchés. J'en ai eu là aussi l'illustration à travers 2 entreprises de l'agglomération de Dijon, Oncodesign, hier, et Urgo aujourd'hui, dans un secteur, la santé, l'économie du vivant, qui est précisément une filière d'avenir pour l'économie française. Alors c'est parce que conscient de ces réalités, de ses forces et de ses faiblesses, que le gouvernement, suite au fameux rapport gallois, a pris des mesures pour le pacte de compétitivité. Chacun doit s'en saisir. Il y a d'abord le crédit d'impôt recherche, chaque fois salué, qui sera pérennisé sur 5 ans, élargi aux PME pour l'innovation, et avec, si nous le pouvons, une modulation par rapport aux emplois qui peuvent être créés. Il y a le crédit impôt compétitivité, qui, lui, concerne les entreprises qui ont une masse salariale, avec un allègement de 4% en 2013, de 6% l'année prochaine, qui permettra donc ce crédit d'impôt à des entreprises d'investir, d'embaucher, d'exporter, et de manière à ce que ce ne soit pas un coût qui soit regardé plus qu'un autre, puisque ce sera un allègement de la masse salariale. Et plus l'entreprise, en réalité, embauchera, plus elle sera soutenue. Ce crédit d'impôt sera versé dès 2013 pour toutes les entreprises qui en feront la demande. Et des préfinancements ont été prévus par la Banque publique d'investissement. Et je souhaite que ça aille, là encore, vite, la Banque publique d'investissement. Elle ne pouvait être créée qu'à Dijon, et donc son conseil d'administration s'est tenu ici même, préfigurant donc, j'imagine, mon déplacement. Mais cette Banque publique d'investissement, elle doit être rapidement mise au service avec les régions, parce qu'il ne s'agit pas de créer un guichet supplémentaire, il s'agit au contraire de rassembler ce qui existe pour que le chef d'entreprise ne puisse avoir qu'un seul interlocuteur. Combien de fois me demande-t-on qu'il y ait un seul interlocuteur ou interlocutrice pour avoir l'accès au financement? Et je veux que cette Banque publique d'investissement, comme son nom l'indique, puisse être un outil pour la production, pour l'investissement, pour l'industrie. Mais en même temps, il convient que les banques soient elles-mêmes au service de l'économie, que la finance puisse être orientée vers l'investissement productif. Comment y parvenir? Il y a le projet de loi bancaire que nous avons fait voter à l'Assemblée nationale et qui permet justement de distinguer les activités de crédit des activités spéculatives et de faire que les banques soient tournées vers ce qui peut
être utiles à l'économie. Nous avons besoin des banques, à condition qu'elles puissent elles-mêmes avoir des règles qui les protègent, mais en même temps qui protègent les épargnants et que l'on sache bien que les dépôts qui sont ceux des Français puissent être affectés au crédit vers les entreprises françaises. De la même manière, j'évoquais le relèvement du plafond du livret A, qui sert et aux logements sociaux et aux collectivités locales, mais aussi aux entreprises, puisqu'il y a un livret qui a vu son plafond doubler, le livret de développement durable. Et donc toutes les banques ont aujourd'hui les moyens, les ressources pour prêter davantage. Mais faut-il encore que nous puissions indiquer les grands secteurs dans lesquels l'économie française peut se spécialiser, car notre commerce extérieur est en fait affecté non pas tant de problèmes de coûts, ça existe, mais de problèmes de spécialisation. Nos exportations ne portent pas sur les biens qui sont recherchés par les économies nouvelles. Alors, nous en avons retenu plusieurs de ces filières d'avenir. La transition énergétique, tout ce qui va transformer les modes de vie, économiser l'énergie, la renouveler, la santé, l'économie du vivant, là où nous avons pris de l'avance et que nous devons garder, les nouvelles technologies, et en même temps renforcer nos réseaux d'excellence, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'énergie, et je parle ici dans un département et une région où cette dimension existe. Mais nous avons aussi besoin de préparer les mutations, parce que nous sortons de la crise. Et dans ces moments-là, il y a forcément des transitions, des évolutions. C'est pourquoi il y a eu un accord qui a été passé entre les partenaires sociaux, pas tous les partenaires sociaux, et les employeurs. C'est l'accord du 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi. La loi viendra transposer cet accord prochainement. Ce texte, il a une large portée. Il donne des droits nouveaux aux salariés, le droit individuel à la formation, la complémentaire santé, la représentation dans les grandes entreprises des salariés dans les conseils d'administration. Il limite la précarité de l'emploi, il renchérit les CDD, c'est déjà des avancées que dans une période de crise, nul ne pouvait imaginer. Mais c'est vrai, il y a une contrepartie. Cet accord, il doit donner plus de souplesse aux entreprises et notamment permettre qu'il puisse y avoir une adaptation, faire que l'emploi ne soit pas la variable d'ajustement, qu'il y ait une anticipation des restructurations et que les salariés ne soient pas confrontés à des plans sociaux et les entreprises à une incertitude pour savoir si elles pourraient ou elles pourront éventuellement tenir dans une période de ralentissement conjoncturel. L'idée de cet accord, et donc de la loi, c'est de tout faire pour préserver l'emploi et préparer les mutations nécessaires, sans réduire les droits et les protections des salariés. J'entends ceux qui s'inquiètent. Il y en a toujours, et nous devons être attentifs, parce qu'il y a toujours la crainte qu'il puisse y avoir, à l'occasion d'une mutation, d'une évolution, d'une adaptation, un recul. Mais je leur dis, quel serait le risque le plus grand aujourd'hui? C'est le statu quo, c'est l'immobilisme. Parce que le droit actuel, il ne protège personne, il n'empêche aucun plan social, il peut le faire traîner, au risque d'ailleurs de sacrifier l'entreprise. Et donc nous devons en terminer pour les salariés comme pour les entreprises, avec des procédures interminables qui plongent les uns dans l'angoisse, qu'est-ce que je vais devenir, et les employeurs dans l'incertitude, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et avec les méthodes dans ces moments-là qui incitent plutôt au conflit, on en voit, qu'au compromis, qui est indispensable. Moi, j'ai voulu que la démocratie sociale s'installe dans notre pays. Et la démocratie sociale, c'est d'encourager des accords majoritaires dans les entreprises pour procéder aux évolutions indispensables pour l'emploi. Et je vais en prendre une illustration. L'accord qui a été signé la semaine dernière pour Renault. Que préfère-t-on? Laisser fabriquer des voitures à l'étranger, faute de compétitivité, ou bien négocier une réduction des coûts qui préserve tous les sites industriels
et maintiennent les postes, ici en France. Moi, j'ai choisi. Je pense que nous devons faire en sorte de garder les emplois et d'inciter à l'investissement en France. Et je le fais en toute responsabilité, et en pensant notamment aux jeunes, parce que c'est quand même le grand enjeu. Un jeune sur 4 est au chômage. Un chômeur sur 4 est un jeune de moins de 25 ans. Ce n'est pas simplement un problème pour le jeune, c'est aussi un drame pour ses parents, en tout cas une inquiétude, et puis une ambiance, un moral qui se désagrège, et puis un risque pour notre cohésion nationale, avec cette fracture générationnelle qui peut se produire, qui s'est produite dans des pays pas loin de nous, où le taux de chômage des jeunes dépasse 50%, où il n'y a plus de possibilité de trouver une activité, où un jeune ne peut pas avoir son propre logement, son indépendance, fonder sa famille. C'est pourquoi moi j'ai voulu que nous prenions des mesures exceptionnelles pour l'emploi des jeunes. D'abord les emplois d'avenir, pour ces 500 000 jeunes qui sont très éloignés du marché du travail. 100 000 seront créés à la fin de l'année. Et chaque mois, je ferai la vérification de la montée en charge de ce dispositif. Les préfets, mais s'ils n'ont pas à s'inquiéter, enfin le préfet, car les objectifs sont atteints. Mais oui, les préfets seront comptables de ce qui sera fait, mais les élus aussi. Ce serait trop simple. Alors que ce dispositif, finalement, est pris en charge pour l'essentiel par l'État, même s'il peut être complété, comme c'est le cas ici en Bourgogne, par la région, que les élus, quelle que soit leur sensibilité, disent mais nous, on a trop de difficultés en ce moment. Mais la pire des difficultés, c'est de laisser des jeunes au chômage pour une ville. Et donc, je lance cet appel aux collectivités locales, aux associations, y compris aux entreprises privées qui peuvent être éligibles au dispositif. Faites confiance aux jeunes, parce que vous permettrez à la confiance dans le pays de revenir. Mais il n'y a pas que les emplois d'avenir. Il y a aussi les contrats de génération. Contrats de génération, belle idée, qui enfin a trouvé sa traduction. Accord unanime des partenaires sociaux. Une loi votée à la quasi-unanimité, encore qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais aujourd'hui, qui va être mise en œuvre dans les entreprises avec cette double avantage, c'est-à-dire permettre à des seniors de rester dans l'emploi et à des jeunes de rentrer avec un contrat à durée indéterminée. Et pour l'employeur, d'avoir une prime qui lui permet d'avoir un allègement aussi du coût du travail. Et quand on ajoute l'avantage donné par le contrat de génération et également le crédit compétitivité, c'est 25% du coût salarial complet pour un jeune qui est ainsi allégé pour l'entreprise. Là aussi, je fais appel, malgré les difficultés actuelles, aux chefs d'entreprise, aux employeurs, pour qu'ils recourent massivement à ces contrats de génération. Nous pourrons en faire 80 000 d'ici la fin de l'année, peut-être davantage. 80 000, ça veut dire autant de jeunes que de seniors qui se verront ainsi sécurisés. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu vous dire à Dijon, un message de mobilisation, un appel à surmonter les épreuves. Des épreuves, notre pays en a connu de bien plus difficiles, éprouvantes, lourdes. Et chaque fois, la France a été capable de relever le défi. Aujourd'hui, c'est quoi notre défi? C'est de mettre notre pays dans la meilleure des situations dans la mondialisation, de lui permettre de prendre conscience que son destin est celui d'une nation qui avance, que nous sommes un grand pays, respecté dans le monde, regardé comme une puissance capable, d'ailleurs, au nom de la communauté internationale, de pouvoir lutter contre le terrorisme au Mali. Et si nous ne l'avions pas fait, nul ne l'aurait fait. Nous sommes un pays qui compte en Europe, ce qui nous
confère des responsabilités qui pèsent dans le monde, qui est regardé aussi par rapport à ces valeurs, à ces principes que nous portons, à la culture qui est la nôtre, à notre patrimoine, à notre histoire, mais aussi à notre avenir. Donc nous devons, par la confiance retrouvée, non pas simplement dans ceux qui dirigent, mais dans le pays lui-même, surmonter l'épreuve. C'est vrai que la crise que nous avons traversée a été rude. Je parle déjà au passé composé, presque à l'imparfait. Pourquoi? Parce que nous devons en sortir, parce qu'il n'y a rien d'inéluctable, parce que si nous menons la bonne politique en Europe, mais surtout en France, nous pourrons atteindre nos objectifs. Mais pour cela, la France doit agir. Et c'est le sens des décisions que j'ai prises pour la compétitivité, pour le financement de l'économie, pour le marché du travail, pour les filières industrielles, pour l'emploi des jeunes, pour le rétablissement des comptes. Je ne suis pas sûr que des gouvernements, même en 10 ans, avaient pu faire autant que nous en 10 mois. Mais on juge une politique à la fin, à ses résultats. Et je demande à être jugé en fonction de ces résultats. Mais pour cela, nous devons lever 3 blocages qui existent dans notre pays. Et j'en ai encore fait le constat ici, à l'occasion de ce déplacement qui a été utile. Le premier blocage, c'est la lenteur, à laquelle trop de monde s'habitue, partout. Eh bien, nous devrons aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de toutes les décisions. Ça vaut pour tous les secteurs, l'administration, les banques, les décideurs publics. Depuis longtemps, je me suis fait cette réflexion, mais j'en ai trouvé maintenant la traduction. Nous cherchons la croissance. Nous devons la trouver par, je l'ai dit, une politique globale qui porte aussi bien sur l'offre productive que sur la demande, que sur une stratégie coordonnée au niveau européen. Nous cherchons la croissance. Mais une manière de la trouver, cette croissance, c'est de faire que le projet qui était prévu pour l'année prochaine se fasse dès aujourd'hui. Vous me direz, mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ce sera le même raisonnement. Ce qui devait se faire plus tard pourra se faire tout de suite. Ce n'est pas simplement un problème de financement. Ils existent quand on sait les mobiliser. C'est un problème d'état d'esprit. Et donc, tout ce qui peut être fait au niveau de l'administration, au niveau des financeurs, au niveau des entreprises pour anticiper, eh bien, c'est une croissance de gagner. La bataille contre la lenteur, c'est une bataille pour la croissance. Le second blocage, c'est la lourdeur. Lourdeur des procédures. Nous sommes champions, je crois, en France. Champions de la norme, du contrôle, dans le meilleur des sens d'ailleurs. C'est-à-dire pour essayer qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de mise en cause de notre santé, ce qui est quand même un bon principe, de notre environnement, des règles sociales, toutes choses excellentes, mais accumulées qui deviennent impossibles. Donc il doit y avoir, sans remettre en cause la qualité du service public et la protection de nos concitoyens, possibilité, je le disais, de réduire, d'alléger et de faire en sorte que nous puissions être plus efficaces. Et c'est pourquoi je proposerai une loi qui permette, par des moyens exceptionnels, prévus d'ailleurs par la Constitution, d'alléger les normes et de raccourcir les délais. Et enfin, il y a un troisième blocage, qui lui est plus psychologique et qu'aucune loi ne peut lever, aucun décret ne peut abroger. Ce blocage, c'est la torpeur. Et c'est celui qui saisit les esprits à un moment, dans une crise. Et aussi un certain nombre de nos concitoyens qui pensent que ça devient trop dur, que c'est trop difficile, que la France n'a plus de place, qu'elle n'a plus d'avenir, parce qu'ils vivent eux-mêmes un déclassement, et qui pensent que l'on peut se recroqueviller
se barricader, se retrancher dans les frontières, éliminer l'euro, éliminer la mondialisation, comme ça d'un trait de plume, éliminer le chômage aussi. On peut également trouver des adversaires, des cibles, et chercher un bouc émissaire. Ça existe dans tous les pays d'Europe. J'ai retrouvé une belle phrase de Roosevelt, qui affrontait, lui, une crise en 1929 d'une autre ampleur. Et il disait à ses compatriotes, ce que nous devons craindre le plus, c'est la peur. Eh bien, encore aujourd'hui, nous devons donc donner espoir, donner confiance. Je le disais aux entreprises que j'ai rencontrées et aux salariés, comme aux dirigeants. Mais je le dis aussi à tous nos concitoyens. Un État fort, c'est un État simple. Un État puissant, c'est un État rapide. Un État efficace, c'est un État qui fait confiance et qui inspire confiance. Et c'est cette conception-là de l'État qui doit jouer tout son rôle, mais en changeant ses méthodes, ses procédures et ses approches, que nous pourrons avoir nous-mêmes la responsabilité de la sortie de crise. Le chemin que je propose, c'est celui qui permet d'avancer. D'avancer en respectant à la fois l'équité et la compétitivité, la solidarité et l'efficacité. C'est ainsi que nous marcherons ensemble, sans écarter quiconque, sans laisser personne de côté. Alors, en venant à Dijon, je suis sur ce chemin. Et après Dijon, car il y aura forcément une vie après Dijon, même avec la médaille, il nous faudra forcer l'allure pour atteindre la bonne direction. Merci.